Toul, Meurthe-et-Moselle, en Lorraine dans le Grand Est. Dans un territoire proche de la Belgique, du Luxembourg et de l'Allemagne, à 30 km de Nancy, la ville de 16 000 habitants est surtout connue pour sa monumentale cathédrale gothique. Mais la ville offre également un patrimoine urbain et militaire avec les fortifications du XVIIe siècle attribuées à Vauban. Pour comprendre la richesse et la singularité de l'histoire de Toul, il faut l'appréhender dans le contexte des trois évêchés, Metz, Toul et Verdun, étaient en effet les trois évêchés français enclavés dans le duché souverain de Lorraine. Beaucoup de tensions géopolitiques découleront de cette situation au fil du temps. Au bord de la Moselle, sur un territoire de coteaux viticoles, la ville se profile. La majorité de la silhouette urbaine est calme et horizontale, et la cathédrale se dessine d'autant mieux, puissante, présente. Elle signe la ville. Les fortifications sont remarquables par leur qualité et le fait qu'elles soient demeurées en grande partie intactes jusqu'à nos jours. L'histoire urbaine de Toul commence avec un castrum gallo-romain situé sur la Via Agrippa, un emplacement stratégique. Les premières fortifications connues datent du IIIe siècle et sont sur un modèle très simple. Une muraille épaisse de 3 à 4 mètres, en pierre et briques, est ponctuée par des tours d'observation et de défense. La ville compte 4 portes et couvre environ 10 hectares. Au XIIIe siècle, la croissance démographique et urbaine pousse à agrandir la ville. La seconde enceinte englobe désormais 30 hectares. C'est aussi l'époque de la présence religieuse accrue, et la ville se dote de clochers, de paroisses, de couvents et de congrégations. Les murailles restent sur le même système de murs et de tours. Le visage de la ville change à nouveau à partir de la fin du XVIe avec la mise en place des fortifications bastionnées. La dimension militaire et défensive de Toul s'affirme. À Toul, la fortification du XIIIe siècle se présente comme un mur épais ou courtine entre des tours de guet et de défense. On compte 26 tours dans la muraille. La Moselle est une rivière à méandres et à bras multiples qui ont beaucoup changé au cours du temps et ont parfois été modifiés par l'homme. C'est aussi une défense naturelle. Elle est utilisée comme telle dans la Toul gallo-romaine, médiévale et moderne avec les fortifications bastionnées. De quoi se protège-t-on au Moyen-Âge ? Quels sont les dangers des armes lors des sièges de ville ? L'artillerie médiévale reste limitée dans sa portée qui n'excède pas 250 mètres pour les armes les plus efficaces et modernes, comme le trébuchet. Les fossés servent à une meilleure visibilité et défense. Il s'agit donc de se protéger d'éventuels tirs de boulets qui sont en pierre ou en métal. Les fossés peuvent être mis en eau pour renforcer la défense de la ville. Il est parfois d'usage d'envoyer des corps d'animaux infectés de maladies contagieuses ou encore des animaux vivants enflammés qui répandent ainsi des incendies incontrôlables. Les tours sont percées de multiples petites fenêtres, mais notez leur étroitesse. Il s'agit, là encore, de surveiller sans se mettre en danger. Mais l'on doit multiplier les meurtrières de ce type afin de couvrir toute l'étendue à contrôler. La courtine est crénelée, ce qui permet une surveillance en hauteur, à l'abri des jets d'armes, sur le chemin de ronde ainsi protégé. Comme pour les meurtrières, on n'ouvre pas beaucoup le champ visuel afin de ne pas devenir une cible. Les portes sont les points névralgiques à surveiller davantage. La ville en compte 8, toutes étroitement contrôlées. Le système du pont-levis est très efficace pour permettre ou refuser l'accès.
Depuis 1552, Toul est un territoire français enclavé en Lorraine, et la France occupe la Lorraine depuis 1634. En 1687, le traité d'Augsbourg normalise les relations internationales et les frontières reviennent pour partie à leur état initial. Ces changements géopolitiques modifient les frontières et Toul se retrouve être en première ligne côté français. Les canons, nouvelles armes de jet, sont beaucoup plus puissants et destructeurs que leurs ancêtres. Les villes ne sont plus correctement défendues. Il faut trouver des façons de les fortifier qui soient efficaces contre les canons. Vauban sera l'homme qui portera cette nouvelle façon, héritée des ingénieurs italiens. Le projet initial de Vauban date de 1698. Une partie de la fortification vue en particulier paraît avoir une géométrie étrange. C'est en réalité le résultat d'expérimentations sur la meilleure configuration défensive possible. Les bastions fonctionnent sur le système de grandes quantités de terre qui peuvent absorber les projectiles. Les demi-lunes sont des ouvrages détachés de la courtine. Ce sont comme des bastions isolés. Un bastion doit donc pouvoir résister aux boulets de canon par sa masse et sa solidité. Il n'est rien d'autre qu'une grande masse de terre retenue par des murs appelés escarpes. La terre excavée crée naturellement les fossés. Ils peuvent aussi être mis en eau pour accroître la défense. Les escarpes sont parfois traitées en terrasses étagées qui sont ancrées par des plantations d'arbres. Ces derniers enracinent littéralement le bastillon, lui confèrent une plus grande solidité. Autre avantage des arbres, ils cachent aux assaillants la vue sur la ville. A l'inverse, les défenseurs doivent bénéficier du plus large panorama possible. Les demi-lunes servent à accroître le périmètre défensif. Elles complexifient aussi les entrées de ville. Ici, la porte est reliée à une demi-lune par le pont-levis. Les vastes esplanades créées sont laissées nues pour des raisons stratégiques. Les portes évoluent du point de vue de l'architecture. Le style des XVIIe et XVIIIe siècles se modifie vers un langage classique qui fait référence à une antiquité gréco-romaine choisie. Quant aux échauguettes, ces petites tourelles accrochées en débord sur les fortifications, elles permettent d'accueillir des chambres de tir et de couvrir d'éventuels angles morts des bastions. Elles peuvent aussi être facilement détruites en cas de repli stratégique. Un mur de fortification bastionné comporte le moins d'aspérité et ouverture possible. Ces grandes étendues sur les bastions et demi-lunes sont normalement interdites de construction, tout comme un périmètre non edificanda autour de la ville. Quant aux assaillants, les fortifications les maintiennent à distance de la ville proprement dite et les arbres brouillent la lecture. Toul contrôle désormais un territoire plus étendu pour sa sécurité. L'eau fait partie intégrante de la stratégie défensive. Un canal de dérivation de la Moselle est ainsi créé pendant les travaux. Du fait de la guerre de 1870 et de l'annexion d'une partie de la Lorraine en 1871, Toul retrouve une certaine importance militaire et le choix est fait de la fortifier de préférence à Nancy. Les portées des canons rayés se comptent désormais en kilomètres. C'est donc à une échelle territoriale que la ville doit se protéger fin 19e. Une série de forts, de redoutes et d'autres ouvrages militaires hors de la ville vont assurer sa défense. Les premiers à être créés à partir de 1874 sont au nombre de 5 et ils encerclent la ville en s'installant sur les hauteurs. Il s'agit des forts de Saint-Michel, de la redoute de Dommartin, du fort du Tillot, du fort de Domgermain et du fort d'Écrouves.
D'autres ouvrages maçonnés ou non suivent bientôt. Le béton commence à faire son apparition, puis les forts de Toul sont modernisés à petites touches. À la veille de la guerre de 1914, la ville paraît bien défendue par un réseau de 11 forts principaux et une multitude d'ouvrages complémentaires, comme des magasins, des abris-caves, des réservoirs ou des poudrières. C'est de plus une place militaire moderne qui ne sera pas mise à l'épreuve pendant la guerre, mais servira de base arrière. En plus d'être une ville fortifiée, Toul a longtemps été une ville épiscopale, une ville avec une cathédrale. Devenue française en 1552, Toul abritait un évêché depuis le IVe siècle et c'est une ville où le fait religieux s'est imprimé dans le paysage. Regardez la ville au XVIIIe siècle, elle est hérissée de clochers. En plus des tours de la cathédrale qui dominent la ville, il y a les églises paroissiales, les chapelles des ordres et congrégations religieux. La collégiale Saint-Jean-Gou est l'une des plus remarquables, avec le cloître gothique qu'elle abrite encore. Elle est d'ailleurs à peu près contemporaine de la cathédrale. La cathédrale Saint-Étienne date de la fin du premier tiers du XIIIe siècle. Elle remplace les édifices précédents dont certains avaient brûlé. Ce très grand édifice gothique a été construit en plusieurs étapes. Le chœur, le transept et la dernière travée de la nef sont construits au XIIIe siècle et les 2 siècles suivants voient la fin de la nef. La façade flamboyante est du XVe siècle. L'édifice mesure 100 mètres de long et la hauteur sous voûte est de 30 mètres. À l'intérieur, il y a 3 vaisseaux, avec une absence notoire de galerie ou de triforium. La rose de la façade occidentale est l'un des chefs-d'œuvre de la cathédrale avec son remplage sophistiqué. L'élévation physique veut symboliser et encourager l'élévation spirituelle. C'est tout le message du gothique, qui cherche avec des techniques audacieuses à porter à la contemplation autant qu'à l'admiration. La lumière vient d'en haut. Les murs offrent une surface vitrée conséquente. Pour en convaincre les fidèles, ce magnifique vaisseau de pierre joue sur la finesse des supports pour la diffuser, cette lumière, de façon spectaculaire. Cette forêt de pierre, au service d'un rituel précis et quotidien, est en elle-même un tableau par le jeu changeant de la lumière. Nous la connaissons nue dans sa pierre blonde, mais il faut l'imaginer colorée, habitée, animée par des religieux et des fidèles. Un élément participait spécialement à la mise en scène liturgique, l'ancien jubé. Ce dispositif rend donc le déroulement des cérémonies invisible pour les fidèles. Celui de Toul est construit vers 1571 par l'évêque Toussaint d'Ossédy. Il est construit en gypse recouvert de marbre. C'est à l'Antiquité que l'architecte fait appel. Symétrie et vocabulaire classique, il faut le lire comme un dispositif scénique, un peu à la manière des murs des théâtres antiques. Le mystère de la religion est ainsi réaffirmé. La symbolique est très forte. Il y a une séparation entre les fidèles qui restent dans la nef et les clercs,
c'est-à-dire les hommes d'église, qui ont accès et officient au cœur de ce qui est littéralement un enclos sacré. La polychromie est créée par les deux variétés de pierres utilisées, sans doute de marbre. Les colonnettes et quelques éléments décoratifs appelés tables sont en marbre noir. Le dessous de la tribune présentait des dessins en saillie, dont on ne sait rien d'autre. Les entrelacs représentés évoquent l'époque Renaissance. Au sein de l'église, lieu sacré, le jubé délimite l'endroit le plus sacré. Un jubé est une barrière, mais c'est aussi une falaise, c'est-à-dire qu'il est accessible par un escalier et sa tribune sert à proclamer épîtres et évangiles lors des cérémonies. Sur la terrasse, une balustrade classique court le long du jubé. De l'autre côté du jubé, les stalles entourent la tombe de Saint Gérard. Elles sont destinées aux chanoines, un ordre de religieux dédié au service de la cathédrale. Chaque chanoine a sa stalle en bois dans laquelle il prie et chante les offices. Le jubé de Toul est détruit à la Révolution française avec beaucoup d'autres qui sont considérés comme des symboles de la hiérarchie et de l'autorité de l'Église. Toul est une ville qui s'est adaptée aux époques qu'elle a traversées. Marquée par la présence de l'Église et par une vocation défensive et militaire, elle a conservé un patrimoine riche et distinctif entre fortification et Église.